Bonjour Étienne Chouard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes professeur d'économie et de droit à Marseille. Vous vous êtes fait connaître en 2005. À ce moment-là, vous militiez pour le non au référendum sur la Constitution européenne. L'anticonstitution. Et depuis, donc, vous avez eu une prise de conscience sur la démocratie et vous avez beaucoup réfléchi sur ça et vous êtes un peu à l'initiative d'un certain nombre d'ateliers constituants qui ont eu lieu un peu partout en France depuis 13 ans. Donc vous réfléchissez à cette question. Aujourd'hui, nous sommes dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes, horizontal, sans leader. Est-ce que ce mouvement s'inscrit, correspond au projet que vous défendez depuis de nombreuses années, 13 ans maintenant? Que pensez-vous de la genèse de ce mouvement des Gilets jaunes? Alors, il correspond assez exactement à ce dont je rêve depuis plus de 10 ans, 13 ans. Je n'ose même pas y croire tellement ça correspond. Les humains opprimés, les plus maltraités, se lèvent et se révoltent contre ceux qui les maltraitent. Et ils le font spontanément, sans chef, en faisant très attention à la représentation, en faisant d'emblée, presque comme première cause commune, le fait de ne plus être représentés, tellement ils en ont marre d'être mal représentés. Et dans les contestations qu'ils font ressortir, bon, bien sûr, il y a ce qui les a mis dehors, il y a les bas salaires, il y a trop d'impôts, il y a les services publics qui sont détruits, le droit du travail, dans toutes les protections qui sont détruites, et qui sont des conséquences superficielles, extrêmement douloureuses et révoltantes, mais superficielles de leur impuissance politique. Et ce qui est très spectaculaire, c'est qu'il n'a pas fallu une semaine pour qu'ils prennent de la hauteur, toujours sans représentant, et toujours un peu partout, ça germe partout. Ils prennent de la hauteur par rapport à l'aspect législatif de leurs revendications, et on voit apparaître dans leurs revendications le référendum d'initiative populaire qui est au niveau constituant, c'est-à-dire qui est au-dessus du niveau législatif et qui décide non plus quelle est la loi que je veux, mais le rôle que je veux jouer dans l'écriture de la loi. Et ça, c'est historique, c'est extrêmement important que les gens à la base ne se préoccupent pas seulement des conséquences de leur impuissance politique, mais prennent de la hauteur et comprennent et réfléchissent aux causes de leur impuissance politique. Et ça, je trouve ça littéralement enthousiasmant. Alors, ça ne se passe pas exactement partout, ça ne se passe pas sans difficulté. Dans la liste de leurs revendications, il y a encore un qui est très intéressante. Les dizaines de points qu'ils revendiquent sont très sensés, c'est des points importants. Mais quand on les analyse, chacun de ces points, comme zéro SDF, le SMIC à 1300, les retraites à 1200, le salaire des représentants, des élus, des ministres, égal au salaire médian, c'est-à-dire à 1500. Chacun de ces points est accessible par le référendum d'initiative populaire. De notre propre initiative, si nous avions le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire si nous étions capables de déclencher les référendums sur les questions qui nous importent, et si ces référendums entraînaient des lois, donc des règles avec une force contraignante, sans que les autres pouvoirs puissent se mettre en travers, et si ces normes étaient au sommet de la pyramide de l'état de droit, c'est-à-dire au-dessus, bien sûr, des lois, au-dessus de la Constitution, au-dessus même des traités, au-dessus des traités, au sommet de la Constitution, si nous avions cet outil-là, nous pourrions obtenir chacun des 39 autres points, enfin chacun des autres points, à notre propre initiative, et bien d'autres. C'est-à-dire que le référendum d'initiative populaire, il nous donnerait la puissance politique dont nous sommes totalement privés dans l'anticonstitution de 58. Alors, justement, pour le mouvement des Gilets jaunes, qui est né d'un ras-le-bol par rapport à une situation économique, fiscale, salariale, etc.,
est-ce qu'on peut passer de l'expression de ce ras-le-bol à une vraie revendication d'ordre politique comme celle que vous décrivez là? N'y a-t-il pas un fossé entre l'expression de ce ras-le-bol justement et Non, une révolution en fait? Ce que vous décrivez serait une révolution oui, mais la révolution, politique. ça tient à pas grand-chose. Et en plus, quand on dit révolution, là, une révolution, c'est un tour complet, c'est-à-dire qu'on revient au point de départ. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant les différentes révolutions. Nous nous sommes insurgés et au lieu de nous émanciper, on est retombé dans d'autres fers, dans une autre servitude. Là, il s'agirait plutôt d'une évolution pour sortir d'une servitude et devenir le souverain. C'est pas un fossé qui existe entre les revendications de surface, celles qui nous jettent dans la rue parce que ça devient insupportable, ça devient révoltant, ça devient tellement injuste qu'on n'en peut plus, on se révolte. Entre cet état-là et, compte tenu de cette impuissance que j'observe, je voudrais instituer la puissance qui me manque. Et donc, je vois plus loin que le bout de mon nez, je ne m'occupe pas que de ce qui est en train de m'arriver, je fais en sorte que durablement, ça ne m'arrive plus jamais. Ce n'est pas un fossé, c'est juste il y a un pas à franchir qui consiste à ne plus être un enfant. Un électeur, c'est fou ça, hein, nous appelons citoyens des électeurs, c'est-à-dire des gens qui, en élisant, abandonnent toute leur souveraineté à un élu, quelqu'un qui est considéré comme un surhomme, quelqu'un qui est supérieur, qui va tout décider à notre place. Et ce faisant, nous sommes infantilisés, nous acceptons d'être infantilisés. Nous sommes des incapables politiques. Nous allons mettre un bulletin dans l'urne pour dire « c'est lui que je préfère », pour tout décider à ma place. Et donc nous sommes des enfants politiques parce que nous sommes des électeurs. Et quand on commence à réfléchir au référendum d'initiative populaire, et ensuite, ça c'est la première marche, mais ensuite on réfléchit au processus constituant, à toutes les autres institutions dont nous avons besoin pour nous émanciper de nos maîtres élus. On réfléchit aux médias, on réfléchit à la banque, à la monnaie, on réfléchit à la justice et au gouvernement, à la police. On se met à réfléchir à toutes nos institutions. On devient un adulte politique. On devient le souverain, le co-souverain, mais souverain. Et il n'y a pas de fossé. Il y a simplement à sortir d'un complexe d'infériorité qui est entretenu par l'école. L'école républicaine, moi je suis prof, hein, donc je sais bien que, et ce n'est pas volontaire, nous autres profs, on n'entretient pas ça volontairement, on n'entretient pas les enfants dans une situation infantile, exprès, volontairement, ce n'est pas un complot. C'est parce que nous avons été formés nous-mêmes comme ça que nous pensons que la démocratie c'est l'élection c'est la démocratie, ce qui est une erreur profonde. L'élection est antidémocratique. L'élection, ça n'est pas le vote. Il ne faut pas confondre élire et voter. Élire, c'est renoncer à voter. Quand j'élis un candidat, je dis c'est toi qui vas voter toutes les lois à ma place. Donc je ne voterai pas. Quand j'élis, je renonce à voter. Il faut qu'on fasse attention à ne pas confondre ces deux mots. Parce que le gouvernement représentatif fonde tout le système de domination parlementaire sur l'élection. Et nous, si nous voulons nous émanciper de ces maîtres, puisque les élus sont élus par les riches, on pourra en reparler tout à l'heure, si on veut s'en émanciper, il faut qu'on devienne des citoyens. Et la citoyenneté, la démocratie, va reposer sur le vote et pas sur l'élection. Nous voudrions voter nous-mêmes nos lois, commune par commune, département par département, région par région, au niveau national. Nous voudrions participer à l'élaboration du droit auquel nous voulons obéir, auquel nous consentons à obéir, comme des adultes. C'est vrai qu'au début, il y a une espèce de complexe d'infériorité. On se dit, mais je n'y connais rien, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne l'ai jamais lu, la Constitution. Alors je leur dis, mais regardez, achetez-la, la Constitution. Ça vaut 4 €. Faites l'investissement, vous allez voir. Ça s'appelle Constitution de la République française. Ça n'est pas une constitution, c'est une anti-constitution. En fait, c'est une constitution, ça devrait être une protection. On devrait être protégé contre nos représentants, contre les abus de pouvoir de nos représentants avec ce texte. Et en fait, ce texte est une prison. Ce texte
nous interdit de faire quoi que ce soit contre nos représentants. Nos représentants font exactement ce qu'ils veulent, nous ne pouvons rien. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est de ne pas les réélire, mais en fait, quand vous dites je ne réélirai pas la crapule A, vous allez avoir comme choix uniquement la crapule B, et quand la crapule B vous aura insupporté après un nouveau mandat, vous n'aurez le choix qu'à revenir à la crapule A. En fait, ce sont des faux choix qui sont dans l'élection. Et la Constitution, enfin l'anti-constitution de 58, mais c'est comme ça partout dans le monde, il n'y a pas qu'en France. Et puis c'est pas la première, il y en a eu d'autres avant. Ça fait 200 ans que ça dure. Ça fait 200 ans que les élus ont pris le contrôle du processus constituant et ne veulent pas le lâcher. Et nous leur laissons. Il faut dire aussi qu'ils le font parce que nous les laissons faire. Comme nous ne sommes pas entraînés à écrire la Constitution, on complexe, on a peur de mal écrire, on a peur de faire des bêtises, et donc on les laisse, on accepte d'élire l'Assemblée constituante. Et alors ce qui est très intéressant dans les mouvements des Gilets jaunes, c'est que comme ils partent d'un ras-le-bol de la trahison, ils partent d'une exaspération des mensonges des politiciens et de cette injustice crasse qui consiste à tout donner aux riches et tout retirer aux pauvres. Et ça prend un rythme ces dernières années qui devient humiliant. Exaspérés de cette manière, les Gilets jaunes partent avec un a priori absolument hostile à la représentation. Et ça, c'est excellent pour démarrer un processus constituant. Ce qui se passe dans les Gilets jaunes, là, sur chaque péage, et ça pourrait être dans chaque commune, ce qui se passe, c'est les premiers pas du processus constituant qui concernent forcément, il faut commencer par ça, la représentation. Donc, comment on les désigne, comment on les contrôle, alors, quel mandat on leur donne. Est-ce qu'ils vont décider à notre place ou est-ce qu'ils vont préparer nos décisions, mais pour les prendre, il faudra qu'ils reviennent nous voir, nous présenter le choix et nous allons voter. Et comment on les contrôle? Comment on peut faire pour surveiller que quand ils négocient, ils ne sont pas en train de nous trahir? Est-ce que, maintenant qu'on a tout le monde a son téléphone et qu'il peut y avoir des lives sur Facebook, est-ce qu'on demande à nos représentants, pas peut-être pour toutes les négociations, mais quand il y a une négociation particulièrement importante où on sent qu'il y a un risque qu'on se fasse tromper, est-ce qu'on demande à nos représentants de filmer la négociation? Et nous, on les regarde en train de négocier, comme ça on sait s'ils nous représentent bien. C'est inédit dans l'histoire des hommes de pouvoir surveiller les représentants en même temps qu'ils sont en train de nous représenter. Et puis comment on les punit, comment on les révoque quand on trouve qu'il est en train de nous trahir, comment on fait pour les dire « Non, reviens par ici, on n'avait pas dit que tu dirais ça, on va en mettre un autre à la place ». Et tant qu'ils n'ont pas de représentants, ils sont insaisissables, donc ils sont invulnérables. En plus, ils sont extrêmement déterminés quand vous allez voir sur les ronds-points et sur les péages, mais vous n'allez pas leur en faire à croire. Hein. Ils vont pas lâcher, ils tiendront Noël, ils sont là la nuit, ils sont là quand il pleut, ils sont incroyablement déterminés et ils ne veulent pas de représentants. En tout cas, ils ne veulent pas envoyer quelqu'un qui va décider à leur place. Je sais que vous êtes très méfiant quant à l'idée ou à l'image du leader. Ouais. C'est quelque chose dont vous vous méfiez parce que vous dites que le pouvoir, forcément, on en abuse, le pouvoir corrompt et donc au bout d'un moment, ça va mal finir. Oui. Et est-ce que la figure du leader est forcément mauvaise? Je vois bien qu'il y a des leaders qui sont meilleurs que d'autres et que tous les leaders ne sont pas équivalents. À mon avis, on peut avoir un représentant, on peut avoir même un leader si on a écrit nous-mêmes les règles qui nous permettront de le surveiller et de nous débarrasser de lui si nous estimons qu'il nous trahit. L'aporie, la difficulté apparemment insurmontable, c'est que nous avons, quand nous sommes un petit nombre, nous n'avons pas besoin de représentants. On peut voter nous-mêmes nos lois en face à face directement, comme à Athènes. Mais quand on est des millions, on va avoir besoin de représentants. Mais l'histoire nous montre des trahisons quasiment permanentes, quasiment systématiques. Nous sommes trahis par nos représentants. Donc, on a besoin de représentants, mais on sait que mécaniquement, c'est par là qu'on va être trahi. Et comment est-ce qu'on peut avoir ces représentants sans être trahi, ou en ayant une moindre chance d'être trahi? Il me semble que c'est avec des citoyens constituants. Pas avec une constitution. La constitution ne suffit pas à nous protéger. Il faut des soldats pour appliquer cette constitution. Il faut des soldats démocratiques, je veux dire, hein, ce n'est pas une question d'armes. Il faut des citoyens vigilants qui soient capables de
penser la représentation avant qu'elle n'ait lieu, et ensuite, pendant la représentation, qu'ils soient capables de vérifier, d'être vigilants sur la façon dont ils sont représentés. Et le manque de structuration des Gilets jaunes actuels, qui fait peut-être sa force dans un premier temps. C'est sa force parce qu'elle rend insaisissable. Est-ce que ça peut perdurer ou est-ce que ça va finir par devenir une faiblesse? Je ne sais pas, on ne peut pas prédire l'avenir, mais par contre, il y a quelque chose que les mouvements antérieurs au XXe siècle, au XIXe siècle, n'avaient pas, c'est l'Internet. Avec l'Internet, on a une capacité à communiquer entre nous qui ne rend pas le mouvement homogène, mais qui permet à une bonne idée de se répandre beaucoup plus vite que ça n'a jamais été le cas. Alors qu'il y a une très grande surface géographique qui est couverte, il y en a partout dans le pays, mais grâce aux réseaux sociaux, nous arrivons à nous passer le mot et à répandre une bonne idée à une vitesse historique, inédite. Et ça permet de faire monter le niveau d'exigence et le niveau de vigilance démocratique, historique, je crois. Et vraiment, ce que je vois, alors, hier encore, j'étais sur un péage, là, près de chez moi, mais c'est enthousiasmant, ça fout la chair de poule, c'est très... Enfin, pour moi qui travaille là-dessus depuis tant d'années, de les voir en train de se révolter, de faire très attention au pouvoir, et quand je leur parle de processus constituant, de référendum d'initiative populaire, qu'il faut absolument que ce soit eux qui l'écrivent, et que c'est leur cause commune en fait, que la cause commune des humains sur Terre, c'est d'instituer eux-mêmes leur puissance politique. On a plein d'intérêts convergents, divergents, il y a de tout. Il y a plein de raisons de nous disputer, et plein de raisons de tomber d'accord. Et ces sujets sont tellement multiples que c'est une faiblesse pour nous. Ça nous empêche de faire corps. Ce dont on a besoin, c'est d'une cause commune. Et il faut qu'elle soit bien choisie. Si on se trompe de cause commune, elle ne va pas être vraiment commune et ça ne va pas marcher. Cette cause commune, c'est nous devons instituer nous-mêmes notre puissance populaire, notre puissance politique. Le contraire de ça. La Constitution, c'est une anti-constitution qui fabrique la puissance des élus et qui fabrique l'impuissance populaire. Les gens sont prêts à devenir constituants comme un adolescent qui en a marre d'obéir à ses parents est prêt à devenir un adulte en disant « j'ai toujours obéi, toute ma vie j'ai obéi, c'est vrai. Et là ça va changer, je ne vais plus t'obéir, papa et maman, je ne vais plus vous obéir, je vais en faire qu'à ma tête. » Et le référendum d'initiative populaire existe en Suisse. Alors, est-ce que la Suisse est un pays hautement démocratique Excellente question. Ouais. Effectivement, le référendum d'initiative populaire existe dans de nombreux pays. Enfin, oui, non, pas nombreux, dans plusieurs pays. La Suisse, l'Italie, l'Autriche, mais l'Autriche, il n'a pas de force contraignante. Les États-Unis, le Venezuela et quelques autres. Et pourtant, ce n'est pas le paradis. Donc ça ne suffit pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le référendum d'initiative populaire dans chacun de ces pays est complètement borné par des tas de garde-fous. Les fous, c'est nous. C'est-à-dire que par exemple en Italie, un référendum d'initiative populaire est prévu à l'exception des lois fiscales. Nous ne pouvons pas opiner de notre propre initiative sur le montant des impôts, la répartition des impôts, l'utilisation des impôts. Eh bien oui, attends, justement, c'est justement là-dessus qu'on aurait voulu opiner. Donc on n'est pas obligé de mettre les mêmes garde-fous. Donc il faudra qu'on ait des débats, mais c'est des débats constituants, c'est-à-dire qu'on ne raisonne plus sur qu'est-ce qu'on va faire au niveau législatif. On va pas raisonner. Quand on est au niveau constituant, on ne réfléchit pas sur quel est le niveau du SMIC, quel est le... on ne veut plus de SDF, tout ça c'est très important. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour le nucléaire, qu'est-ce qu'on fait pour... alors je prends les sujets très clivants, qu'est-ce qu'on fait pour l'avortement, qu'est-ce qu'on fait... Tous ces sujets-là sont législatifs, il y a des choix de société à faire loi par loi. Ce dont il est question là, c'est une réflexion constituante. Comment va-t-on... Qui va voter les lois ? Quand les Gilets jaunes s'approprient le référendum d'initiative populaire, au lieu de s'en tenir à moins d'impôts, plus de salaires, rétablissez les services publics, au lieu de ça, ils s'occupent d'instituer leur puissance, ils ont changé de niveau en fait, ils sont en train de devenir constituants. Référendum d'initiative populaire, c'est la première marche,
Et juste après, ils vont s'occuper des médias, de la monnaie et du reste. Et à mon avis, ce qu'ils devraient faire, c'est, pour obtenir quelque chose, là, ils sont trop dispersés, 40 ou 60, je crois qu'il y en a une quarantaine de revendications qui sont toutes très intéressantes, mais qui sont des revendications législatives. Il y en a une au milieu qui est le référendum d'initiative populaire. Elle est constituante. Les autres sont législatives. Au lieu de ça, puisque toutes ces revendications, ils les obtiendraient eux-mêmes avec le référendum d'initiative populaire. Et qu'ils en obtiendraient même encore plus, puisqu'après, une fois que tu as le référendum d'initiative populaire, en toute matière, et avec une force obligatoire, ben, ça continue. Même ce qu'on n'a pas écrit dans la liste, on peut l'obtenir référendum par référendum. Les Gilets jaunes, à mon avis, devraient concentrer leur puissance, parce qu'ils sont très puissants en ce moment. Ils devraient concentrer leur puissance sur 2 mesures. Une qui règle leurs problèmes immédiats de pouvoir d'achat, parce que c'est insupportable de vivre avec... Sur les ronds-points, vous voyez des gens qui vivent avec très peu de choses. C'est poignant. C'est absolument... On se demande, on comprend qu'ils restent dehors, parce qu'il y a... C'est très dur ce qu'ils vivent. Ils ont vraiment... c'est normal qu'ils luttent. Et donc il peut y avoir une des 2 mesures qui sert à régler leurs problèmes. Alors, je pensais d'abord à augmenter le salaire minimum. Mais il y a plein d'entreprises des petites entreprises qui ne vont pas supporter, qui vont mourir. Alors qu'il y a un autre moyen plus simple qui consiste à mettre une TVA zéro, sur tous les produits de première nécessité. L'alimentation, l'électricité, l'eau. Il faudrait qu'il y ait une liste. Donc, première mesure, exiger des gilets et non négociable. On veut la TVA zéro sur une liste de produits que voilà. Pas sur tous les produits, parce que ça va faire un tel manque à gagner pour l'État que ça va faire un trop gros trou. Mais sur tous les produits que nous consommons, nous, c'est TVA zéro. Et d'ailleurs, il pourrait y avoir une TVA de 100% sur les yachts, sur les bagnoles de luxe, sur les montres de luxe, sur tous les produits de luxe. Il pourrait y avoir une TVA de 200% même, hein, pour récupérer l'argent qu'on a perdu sur TVA zéro pour les produits de première nécessité. Un calcul à faire, peu importe. Mais nous, ce qu'on veut, c'est TVA zéro sur tous les produits qu'on consomme tous les jours. Et là, c'est une bouffée d'oxygène, c'est-à-dire qu'on va avoir en une mesure une vraie augmentation. Mais c'est bien sûr insuffisant. Et la deuxième mesure, c'est on veut le référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire en toute matière. Et on ne vous laisse pas l'écrire. Attention, dans la négociation, nous, on va l'écrire sur les ronds-points et les péages. On va réfléchir à l'article, avec 2-3 alinéas, qui institue le référendum à notre manière. C'est-à-dire que c'est nous qui allons décider les garde-fous, et vous allez voir, il n'y en aura pas beaucoup. Mais c'est nous qui allons l'écrire, et dans nos revendications, après qu'on soit tombé d'accord, parce qu'il va falloir qu'on règle nos problèmes de représentation, et qu'on tombe d'accord sur 1 ou 2, et ça peut être en fait, imaginons qu'il y ait, bon, pour chaque rond-point et chaque péage, on va avoir une proposition d'articles de référendum d'initiative populaire. Et donc, il y en a beaucoup qui se ressemblent, on pourra les rassembler, mais on va peut-être avoir 10 ou 20 modalités différentes de référendum. Eh bien, on fait un premier vote, un premier tour où on passe de 20 à 10. Et puis ensuite, un deuxième tour où on passe de 10 à 5. Et puis ensuite, un troisième tour, on passe de 5 à 3. Mais oui, pas en 2 tours, en plein de tours pour se rapprocher progressivement, pour qu'on ait le temps de s'adapter. Et pour finalement décider de ce que nous, les Gilets jaunes, on veut comme mouture, comme version du référendum que nous avons écrit, nous. On n'a pas laissé les élus écrire, c'est nous qui avons écrit. Nous sommes constituants. Un électeur est constitué, un citoyen est constituant. Et donc, là, nous viendrions, si ça se passait comme je l'imagine là, nous viendrions avec non pas une ribambelle de revendications importantes, mais dans lesquelles le gouvernement ne va céder que sur 3 ou 4 pour nous renvoyer chez nous, et on va perdre tout le reste. Et on ne va sûrement pas avoir le référendum, parce que le gouvernement sait bien que le référendum, c'est une bombe atomique pour lui, et qu'il ne faut surtout pas l'accepter. Par contre, si on vient avec que ça, on veut une mesure de pouvoir d'achat et une mesure de puissance politique populaire, durable, en toute matière. Et c'est nous qui l'avons écrit. Et nous, ce qu'on veut, c'est que vous la mettiez dans la Constitution. Et si vous ne la mettez pas dans la Constitution, le texte qu'on a écrit, eh ben, c'est l'insurrection. Parce que ça veut dire que vous êtes antidémocrate. Vous êtes nos ennemis. À mon avis, il y a une fenêtre de libération démocratique à notre initiative. Donc, si vous voulez, ce mouvement, pour moi, il est comme un printemps où je verrai des graines qui germent, que je sème depuis tant d'années, en disant, on a l'impression que ça ne va pas marcher.
Et là, je les vois, mais c'est pas moi qui en ai parlé du référendum, hein, c'est eux qui ont levé le truc. Hein. Alors, c'est des gens, peut-être, qui ont suivi ce que je faisais, mais bon, le référendum d'initiative populaire, il y a des vieux militants qui militaient, comme Yvan Bachot, là, qui se bagarrent depuis longtemps là-dessus. Hein. Vous avez parlé d'insurrection. Il y a eu, parmi les commentateurs, certains ont dit que la violence qu'il y a eu, que ce soit la violence des slogans ou la violence physique qu'il y a eu dans les manifestations, notamment parisiennes, c'est ce qui a permis que le gouvernement cède sur l'augmentation des taxes sur le carburant. Est-ce que vous partagez cette analyse sur la violence Alors, sur la violence, une première chose à dire, c'est qu'il est honteux de ne parler que de la violence des exploités qui se révoltent contre leur exploitation et de ne pas parler de la violence de l'exploitation. Parce que ces gens-là, qui n'en peuvent plus de ramer, de travailler, de se priver de tout pendant que les autres se goinfrent sans rien foutre, sous leur nez, sans même payer d'impôts. Carlos Ghosn qui gagne 16 millions par an, il gagne plus d'1 million d'euros par mois, il ne paye pas d'impôts. Et ce mec, il est en prison, coup de bol, les Japonais le foutent en tôle, et notre gouvernement envoie un ambassadeur pour aller voir comment on s'occupe de lui. Donc le spectacle de cette injustice, de ces violences sociales, devrait faire partie du discours. C'est-à-dire que la violence qu'on voit dans les rues, elle n'est pas une violence première, elle est une violence qui est une réaction à une première, un peu comme quelqu'un qui se fait violer se débat violemment pour ne pas être violé. On ne peut pas parler que de la violence, de la victime qui se débat, sans parler de la violence du violeur, quoi, hein. Je veux dire, c'est complètement injuste, hein, évidemment. Deuxièmement, ce à quoi je réfléchis, c'est un processus qui sera le moins violent possible. Ceci dit, je ne me fais pas d'illusions parce que je sais que la violence, elle vient des riches qui ne se laissent pas faire, des riches, des ultra-riches. Hein. Quand je dis les riches, je pense uniquement aux très riches, parce qu'on est toujours le riche de quelqu'un. Moi, je suis riche par rapport à ceux qui sont plus pauvres que moi, donc c'est relatif, la richesse, évidemment. Mais la violence des riches, quand je dis la violence des riches, c'est la violence des ultra-riches, comme au Venezuela, qui sèment le chaos pour faire tomber le gouvernement. Et donc, je sais bien qu'on va avoir de la violence, ne serait-ce que parce que les contre-révolutionnaires sont prêts à faire couler le sang pour ne pas perdre leur domination. Donc je sais bien que malheureusement, nous allons souffrir de la violence. Mais l'idée que je défends, elle, à mon avis, elle permettra d'avoir peu de violence. Parce que si nous sommes très nombreux, alors je ne dis pas quelques centaines de milliers, quelques centaines de milliers, vous ne pourrez pas faire l'économie de la violence pour imposer vos idées à tout le reste. Mais si la société, et je répète, 87% des gens soutiennent les Gilets jaunes et 90% des gens veulent le référendum, veulent instituer la puissance populaire, la puissance politique populaire. Donc on a potentiellement l'adhésion de la quasi-totalité de la société. Si nous devenons vraiment constituants, c'est-à-dire que si ces gens qui veulent le référendum d'initiative commencent à l'écrire, c'est à l'article 11 hein, ou à l'article 3, l'article 3 qui dit la souveraineté nationale appartient au peuple, super, qu'il exerce, super, par ses représentants. Si c'est par ses représentants, c'est que c'est pas... Bon, je le barre, ça. Qu'il exerce par la voie du référendum d'initiative populaire en toute matière. La souveraineté nationale appartient au peuple. Donc, si les gens qui veulent le référendum d'initiative populaire se mettent à prendre l'anticonstitution et à écrire eux-mêmes leur puissance politique, on va être une armée qui sera tellement nombreuse que la police, elle tire sur quelques milliers, mais elle ne tire pas sur tout le monde. La police, elle va retirer les casques, elle va venir avec nous, elle va dire « Ok, on le fait ». Et donc là, il n'y aura pas de violence. Quelques violences, mais peu, quoi. Donc, si vous voulez, j'ai peur de la violence aujourd'hui parce que c'est trop tôt, on n'est pas encore constituant. Et c'est tout près, là. Ce que je vois sur les ronds-points et les péages, c'est que c'est en train de se faire. À mon avis, ce n'est pas des années, c'est même pas des mois qu'on va attendre. C'est en train de se faire, là. Étienne Chouard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci à vous.